Le challenger. Aujourd'hui, une vidéo sur le syndrome de l'imposteur Oui. et tout ce que ça comprend. Parce que ça n'est pas réservé aux professions libérales ou aux entrepreneurs. Ou personnes de petite taille comme les imposteurs. Ce sont les PTT en Je général. sens que ça va être dur. C'est Je les vous PTT. écoute. Bon, alors donc, le syndrome de l'imposteur. Alors c'est vrai que dans notre job, on en voit quand même pas mal de gens qui souffrent du syndrome Qui de souffrent. l'imposteur. Parce que c'est une vraie souffrance. Malgré moult formations, moult certifications, etc. On n'est pas là pour Et- évaluer qui est imposteur ou qui ne l'est pas, on est bien d'accord. Ouais, non, là n'est pas le sujet, Voilà. mais c'est vraiment C'est la souffrance. comment on le vit et la souffrance que l'on génère en soi à cause de ça, parce que je suis pas valable, je suis pas compétent. À partir du moment où tu te rends compte que tu agis sur ta clientèle et que tu as un vrai pouvoir transformationnel et que tu fais du bien, entre guillemets, en tout cas que tu améliores et que tu facilites leur vie, non, il n'y a pas d'imposture possible. Bon, ça, c'est le côté pro. Mais le problème, c'est que le syndrome de l'imposteur, il s'arrête pas juste à je me sens pas digne d'avoir de la clientèle ou digne Oui. de gagner de l'argent. Il est aussi dans la vie de famille. Je suis pas une femme à la hauteur, je suis pas assez belle, je suis pas. Et on se sent comme une imposture quelque part. Pas un imposteur, mais du coup comme une vraie imposture. Ça peut arriver. En tout cas, moi, je l'ai vécu, donc je peux le dire. Syndrome de l'imposteur, ça véhicule énormément de frustration, énormément de souffrance, énormément de rumination mentale. Ça génère énormément de dévalorisation. Et ça peut aller jusqu'à miner complètement l'estime de soi. Donc tu dis que c'est par rapport à des compétences. Je sais que quand j'ai commencé au tout début à bosser, j'ai eu une première rémunération qui était sympathique par rapport à ce que j'avais vécu avant, et j'étais pas ultra compétent dans le métier dans lequel j'étais assis, à faire un truc technique et à devenir manager de 10 personnes qui avaient 20 ans de plus que moi après, quoi. Et ça, c'était chaud. Donc je voulais des formations et je me suis presque dit, au début, je veux bien plutôt le SMIC et ensuite un autre salaire, parce qu'au tout début, j'étais prêt à ça. Et dans le système économique là, tu rentres, tu as un poste, tu es payé tout de suite. Même si tu n'es pas super compétent ou ultra compétent et que tu dois monter en compétence, justement, Mais tu qu'il faut bien rester 4-5 ans. Mais pas sur tous les outils, pas sur tous les soft skills, pas sur tout... Vous le voyez là, le syndrome de l'imposteur du passé? Bah, non, mais après, On le vit, non, c'est mais normal. je me suis dit que tout le monde était passé par là et je l'ai pas mal vécu. Mais je me suis dit, waouh, est-ce que je suis pas un peu trop payé pour ce que je fais? C'était dans ce sens-là. Ouais. Après, ça allait très très vite dans ce que j'ai fait, mais je ne maîtrisais pas encore tous les sujets RH, tous les sujets, tous les outils qui existaient, la culture d'entreprise, le règlement intérieur, enfin voilà, tout ce qui existe, quoi. Et ouais, à ce moment-là, oui, je me suis posé cette question. Ça n'a pas duré longtemps. Après, j'étais content d'avoir cette paye chaque mois. Oui, et puis tu as assumé le poste parfaitement. Oui, non, mais bien sûr. Mais Parce que si les gens si les supérieurs et les recruteurs t'ont mis à cet endroit-là, c'est qu'ils savaient très bien que tu allais bien maîtriser ton poste. Alors, oui et non. Moi, je rappelle quand même qu'il y a 80% d'échecs dans les recrutements encore aujourd'hui. Oui. J'ai une solution, une application pour ça, mais je n'en parlerai pas là. Et voilà, en fait, c'est ça l'histoire. C'est qu'il y a Kanaka. Il y a encore il y a des gros problèmes de recrutement dans le monde du travail. Et c'est pas qu'en France. Hein. Il y a des statistiques mondiales sur les grands pays économiques. Et même les Français sont pas les plus grands en échec de recrutement. Mais on fait beaucoup d'erreurs en recrutement parce qu'on ne sait pas comment recruter les gens. Et les gens veulent à tout prix le poste sans forcément être faits pour ça. Oui. Si tu me permets, je vais aller plus loin. Alors, plus loin, parce que j'ai rigolé en disant, je vais toujours très loin moi, en disant hashtag Kanaka, mais pour le coup, c'est vrai que quand on oriente un questionnaire de recrutement avec les logiciels qui existent aujourd'hui, pour ne pas les citer, MBTI et d'autres, ou le DISC, on peut orienter les réponses pour que notre profil plaise aux recruteurs et du coup donner le profil exact qui correspond au poste, parce que selon comment je vais répondre, je vais orienter le résultat de mon test. Kanaka, on peut pas. Bon, voilà, c'était la parenthèse. Donc on peut être imposteur dans les réponses qu'on donne au questionnaire. C'est ça. Et le truc, c'est que ça se retourne contre nous
obligatoirement, parce qu'à un moment donné, comme on a fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'était pas, dans ce poste-là, on ne va pas du tout correspondre. Et tout le monde va être déçu. On sera malheureux, le recruteur sera mécontent. Et les gens qui ont intégré la personne dans l'équipe, c'est pas forcément le manager, l'ont formé, ont commencé à le former. Et du coup, il y a de la démotivation et de la perte de temps. Et voilà, c'est vrai. Complètement. Ok. Le syndrome de l'imposteur, il est aussi possible de le vivre dans sa vie de famille, quand on pense ne pas correspondre à la belle famille, ou quand on pense ne pas correspondre à ce qu'attendent nos parents. Oui. Parce que ça arrive aussi. Ça arrive souvent même. C'est pour ça que... quand on est beau-père ou belle-mère. Aussi, bien sûr. Donc en fait, le sentiment de ne pas être à la hauteur ne fait que nous renvoyer notre manque de confiance en nous, notre manque d'estime de nous. Oui. Même des messages parentaux blessants. Absolument. Parce qu'à partir du moment où on a compris que l'émetteur ne faisait qu'une projection, parce que bien souvent c'est ça, une projection de lui sur vous. Oui, exactement. Quand Pierre parle de Paul, il en dit plus sur Pierre que sur Paul. Il parle plus de lui-même que ce qu'il raconte sur Paul. Donc, à partir du moment où on prend conscience de ça et qu'on sait de quoi on est capable, ce qu'on est à même de supporter, de traverser, de résoudre, de solutionner, d'améliorer, etc., etc., le syndrome d'imposteur, il n'existe plus. Il y a un syndrome d'imposteur si on a un besoin permanent de reconnaissance. Quelqu'un qui a toujours besoin d'être reconnu, de passer devant, qu'on voit que lui, tatata, et tatata, ok. C'est que quelque part, il y a un petit peu ça aussi derrière. C'est bon, j'ai besoin que maintenant on reconnaisse que je suis là et que je vaux la peine. Non, à un moment donné, il vaut mieux décrocher. Les gens qui reconnaissent reconnaîtront et les gens qui ne reconnaissent pas resteront et reconnaîtront d'autres personnes. Et super. Je veux dire, c'est ça aussi. À un moment donné, le syndrome d'imposteur, ça peut t'amener à avoir envie de te transformer ou de réinventer une autre histoire. Je veux dire, on l'a vu, il y a des gens, ils étaient vendeurs de cuisine avant, puis d'un seul coup, tu relis des trucs, et dans le storytelling, on est passé de vendeur de cuisine à haute couture. Et là, tu dis, ok, shift ton syndrome d'imposteur. C'est sans jugement, mais c'est ça qui nous fait vriller des fois. Ça me fait complètement penser au savoir, ou si on reste dans le savoir, on est dans le syndrome d'imposteur. C'est-à-dire que si tu réponds comme si tu étais un livre, ça ne marche pas. Donc toutes les théories que tu peux apprendre pour avoir un job, parce qu'on passe par des diplômes et ainsi de suite, et si on n'en a pas, on peut se penser imposteur parce qu'on est autodidacte. Il y a cette problématique-là. Donc je dis et je répète que l'imposture, elle peut être, dans la souffrance, elle peut être partout. Soit je ne suis pas diplômé, soit j'ai des diplômes, mais je ne sais pas vivre avec. Il y a des gens qui sont surdiplômés et puis étudiants dans l'âme tout le temps parce qu'ils sont soif d'apprentissage. Ils ne pourront pas diriger une équipe, une entreprise ou quoi que ce soit. Et c'est pas enseignant qu'on y arrive. Je rigole. Enseignant. Ok. Oui, on a compris. Oui. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut vivre son métier. Au-delà d'apprendre, ce qui est la première chose, c'est comme le permis de conduire, comme le diplôme, comme plein de choses, ou des certifications, il y en a plein aussi. C'est pas parce qu'on a le bout de papier en poche qu'on va être bon dans ce qu'on va faire. Et il y a des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font sans avoir les petits bouts de papier. Donc, attention à ça. C'est pas... Alors, ça peut vous faire du bien d'avoir un document qui dise « Waouh, ça y est, j'ai l'attestation, c'est tamponné. » C'est comme l'attestation parentale, c'est l'attestation de travailler, cling. Le fameux bout de papier A4 bien signé et tout, par l'académie. Non, en fait, non. En fait, sur 100 personnes qui vont être diplômées de la même chose, les trajectoires de carrière vont être complètement différentes et les changements de métier vont être fréquents pour X raisons. Soit je ne suis pas à ma place, soit c'était mes parents, ils voulaient que je fasse ça, soit que, ainsi de suite. Et dans l'autre sens aussi, on peut être très très bon dans ce qu'on fait sans pouvoir l'expliquer et sans avoir le diplôme parce que c'est en soi et ça fait partie de nous. Ouais, c'est intuitif. Et voilà. Donc c'était intéressant ou pas ? Oui, c'était très intéressant. Du coup, je voulais mettre ça. Je suis d'accord avec toi. C'est histoire de théorie, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Et très rapidement, j'ai voulu être embauchée dans des jobs où il y avait une certaine gratification parce que justement, j'avais pas pu faire d'études, j'avais pas eu cette chance-là. J'ai été maman à 18 ans ensuite et de l'enfant le plus merveilleux du monde. Je suis pas du tout objective, mais c'est normal, c'est le mien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours cherché à avoir des métiers où il y avait, à mon sens, une éthique. Alors, que ce soit un petit peu d'immobilier, un petit peu d'assurance, un petit peu de finance, c'était toujours
petit blazer, machin, responsabilité, des dossiers, comment on appelle ça, pour se donner une contenance, machin. Bon, voilà, toujours dans du sérieux, du calcul. Et j'étais pas du tout à ma place, j'étais pas du tout dans mon élément, j'étais trop dans l'empathie. Alors, je matchais super bien avec les clients tout le temps, évidemment, parce que je suis en association totale. Voilà. Mais pour le coup, j'étais pas du tout à ma place et j'étais très, très, très malheureuse parce que je savais très bien que je m'épanouirais jamais là-dedans. Donc, j'avais un syndrome d'imposteur. Parce que je faisais semblant d'être associée totalement à mon job, mais la vérité, c'est que j'étais associée à l'humain. Ouais, mais j'étais complètement dissociée du job. Associée à l'humain. Ça me plaisait de vendre des super belles maisons quand je vivais en Espagne, c'était génial, mais d'un autre côté, c'était pas mon truc, quoi. Ouais, il y a 5 préférences, encore une fois. On peut être orienté vers les personnes, c'est une préférence. Orienté vers les objets, orienté vers l'information, orienté vers les lieux, le patrimoine, orienté vers le business ou la précision ou des choses comme ça. En fait, on a en nous nos préférences, en fait. Et ça encore, c'est du Kanaka, mais ça te donne en fait tes préférences et l'ordre de préférence dans lequel c'est. Et voilà. Et toi, ça ressort bien. Ouais. Et oui. Et donc, quand on est orienté vers les personnes, c'est compliqué de faire un job où tu es assis derrière ton ordinateur et tu tapes dans des tableaux Excel des chiffres ou dans des applications. Et Dieu sait comme j'aime Excel et qu'il me rend bien. Et des gens qui sont très très analytiques vont être plutôt maladroits avec la personne qu'ils ont en face d'eux si ça ne leur ressemble pas bien. Donc voilà, tout est là. Comment chasser le syndrome de l'imposteur ? Quelles sont tes clés ? Je donnerai les miennes après, comme ça on vous donne plein de clés en même temps. En fait, est-ce que tu es bien à ta place dans ce que tu fais ? Est-ce que tu as besoin d'être juste aidé ou de valider ce que tu fais pour te sentir mieux ? Est-ce que tu as besoin d'une approbation ? Ou est-ce que tu n'es pas du tout à la bonne place dans ce que tu fais ? Et c'est OK avec ça. Il faut juste savoir changer de job quand on n'est pas à sa place et puis performer là où on est bon, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Du coup, mes clés à moi, ça serait de dire... de vraiment aller chercher ce qu'on ressent le matin quand on se lève, si on est excité de se mettre à bosser ou pas. Le fameux ikigai en japonais. C'est ça. Ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on a la pêche. On est heureux, ouais, c'est ça. Et de vraiment aimer ce qu'on fait parce que c'est super important et que c'est pas impossible et c'est pas improbable. Aujourd'hui, en plus, on est dans une configuration avec cette espèce de changement de paradigme général où 90% des gens travaillent en télétravail à travers le monde et que du coup on est énormément en virtuel, ça permet tellement de possibilités, ça ouvre tellement de champs des possibles divers et variés, quoi. Et il n'y a pas que coach qui aide les autres, en fait tous les métiers, on est au service des autres. Tu répares une voiture, et après tu peux rerouler avec ta voiture, tu es super content parce que tu n'as pas les compétences, et tu aides quelqu'un. Chauffeur de bus, tu transportes les gens qui n'ont pas de permis ou qui ne veulent pas s'embêter avec ça. Tu aides, tu es dans le service aussi. Et en fait, dans le MLM, tu es dans le service aux autres. Dans tous les métiers, ou même comptable, tu vas traiter les données, les chiffres pour les autres. Et donc, tu aides. Il faut savoir quelle est la meilleure place pour toi, parce que de toute façon, tu vas aider les autres. Sinon, tu serais seul sur une île. Donc, on est dans un système où il faut savoir donner et recevoir, on en a déjà parlé énormément, où il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer ce qu'on fait aussi comme activité. Ça part de là. Parce que si tu t'aimes pas, comment veux-tu aimer ce que tu fais au travail et aimer les autres ? Donc c'est encore ça, cette histoire d'imposture, je pense. Donc c'est s'aimer soi-même et trouver le meilleur job qui est fait pour soi. Complètement. Et bien le vivre. C'est faire le peu tri importe le diplôme. C'est faire le tri de ce qui ne nous convient plus avec courage. Ça ne veut pas dire passer à l'acte d'aujourd'hui à demain. Hein. Non. Ça veut dire faire le tri de ce que l'on n'a plus envie de vivre au travail et vraiment regarder ce qu'on aime et ce qui nous fait vibrer. Parce que c'est super important de faire des choses qui nous rendent heureux tous les jours et de s'atteler à le faire chaque jour. Oui, et ton ikigai, il peut évoluer dans le temps. C'est ça. Si tu as fait 5 ans, 10 ans le même job, tu as le droit de changer.
Oui, c'est même bénéfique. Ou de mettre à jour ton propre job, parce que, oui. Je sais pas, personnellement, je suis en train de réfléchir à tout condenser en peut-être une seule offre ou 2. C'est pas bête. Au lieu d'en avoir 5 d'un côté, une de l'autre et un petit bouquin, j'ai envie de tout condenser en une dernièrement, parce que je me rends compte que systématiquement, tout ne tourne avec moi. Les gens qui sont magnétisés par moi, donc ceux que j'attire de façon aimant, c'est le cas de le dire, vous allez comprendre, c'est de dire, au final, tout tourne autour de l'amour de soi, en ce qui me concerne. Parce que ce que moi j'attire et ce que je magnétise, c'est en rapport avec ça, avec l'amour de soi, avec le fait de comprendre que tout est généré à l'intérieur et que c'est facile d'en reprendre la maîtrise et de reprendre la main là-dessus. Et du coup, je me dis peut-être que finalement, il faut que je fasse qu'une seule offre et pas faire de la confiance, du machin, parce que je ramène toujours tout à l'amour. Donc, ça ne veut pas dire que mes offres qui étaient présentes jusqu'à maintenant en ligne n'étaient pas valables, parce qu'elles sont toutes valables, elles sont diverses et variées. Seulement, je pourrais faire, par exemple, une seule offre, peut-être d'ici une semaine, 15 jours, c'est ça. Et dire, ok, je me mets à jour. Et je vais vous dire encore mieux, c'est que peut-être dans 6 mois, je vais encore changer d'idée, je vais faire autrement. Elle va évoluer. Je vais faire évoluer mon site internet, je vais faire évoluer les offres. Mais c'est bien de concentrer les choses sur ce qu'on fait le mieux. Oui. C'est encore l'histoire de l'ampoule et le laser. C'est est-ce que je suis focus sur ce que je fais ou est-ce que j'éclaire un petit peu partout ? Diffusé. Ouais, et en fait, on peut faire des offres de coaching perso, de vie, pour trouver un emploi professionnel. Il y a plein d'offres de coaching différentes. Du coaching alimentaire, c'est ce que fait souvent le MLM. Oui. Voilà, c'est ça en fait. Et il faut trouver quel est son bon coaching, quel est son bon accompagnement. Oui, c'est valable pour n'importe quel entrepreneur. C'est pas que dans le coaching, c'est qu'en fait, même si tu es coiffeuse, ou coiffeur, je suis un peu du sud, tu peux très bien avoir une plus-value en termes de coloriste, etc. Exactement. Et avoir un savoir-faire extraordinaire. Et c'est là ta plus-value. Et tu sais que ça, tu peux en faire un business et que ça, tu peux le commercialiser parce que cette chose que tu fais si bien, toi, dont tu es expert, tu vas la transmettre à quelqu'un qui va la retransmettre et tout ça, ça crée une industrie, ça crée un business. C'est ta propre plus-value et tes capacités à toi. Il n'y a pas que le coaching. Oui, et puis ça peut évoluer de façon transversale comme verticale. Absolument. C'est-à-dire que le coloriste, il peut adorer ça et faire de la recherche sur des couleurs et puis faire des formations pour la couleur. Donc, en fin de compte, à un moment donné, il va être enseignant de ce qu'il fait, de son expertise. C'est ça. Et il peut être coloriste et se dire « Ouais, j'aime bien couper les cheveux aussi. Et puis, j'aime bien manager l'équipe où je vais leur apprendre à faire couper les cheveux et à être coloriste. Et il en fait puis monter plusieurs salons. Son entreprise. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on est plus attiré vers la technique ou vers l'humain ? Encore une fois, c'est la même chose. C'est ça. Le fait de transmettre, ça apporte beaucoup. Et c'est vrai que savoir transmettre ce dont on est capable, comme par exemple quand on maîtrise un soin énergétique et qu'on est certifié, se renseigner, pourquoi pas, pour le transmettre à nouveau ou pour enseigner à d'autres. Parce que c'est aller chercher un Datadoc, se mettre en phase avec Calliope et devenir certifié pour pouvoir former des gens. Et youpi, quoi. Calliope, youpi, j'ai envie de dire. Donc, il y a plein de possibilités. Mais dépasser le syndrome d'imposteur, ça veut dire se faire confiance et faire le tri de ce qui ne nous va plus. En premier. Donc, hashtag couleur, hashtag palette. Parce qu'en fait, c'est hashtag préférence. Hashtag imposture. Quelle est l'imposture que tu as l'impression de vivre aujourd'hui ? Oui. J'aimerais bien qu'en fait, dans vos... Enfin, moi... Après, ça peut être complété. Hein. Mais j'aimerais bien que dans les vidéos que vous allez nous faire en rapport avec le syndrome de l'imposteur, que vous nous disiez ce qui vous a fait ressentir cette sensation d'être dans l'imposture, comme Yannick tout à l'heure, ou comme moi, dans les exemples qu'on vous a donnés. De nous expliquer à quel moment de votre vie, même si c'est encore aujourd'hui, vous vous êtes senti comme un imposteur. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait pour y remédier si c'est fait ? Et sinon, pensez à cliquer, à mettre des j'aime partout, à commenter et à interagir en vidéo pour gagner un coaching. Mais vous aurez beaucoup moins de chance en écrivant qu'en faisant des vidéos, ça c'est évident. Il faut mettre des clics. Oui. Ok. Donc, hashtag imposture. Oui. Ou imposteur. Comme tu veux. Comme vous voulez. Oui. Hein ? Vous choisissez, mais qu'on s'y retrouve quand même. Mais au moins un post vidéo. Oui. Un post en dur. Un post en dur. Oh là là. Ok. Allez. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.